Ok. Alors, bien Africa, moi je suis confus entre le fait de remettre en cause mon honnêteté intellectuelle et ma prise de position politique. Et toutefois, je ferai en sorte de garder l'équilibre entre les deux parce que mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'abord éclairer le peuple béninois et prendre des positions pour le peuple et non des positions partisanes. Alors, avant même de venir sur cette actualité, la sortie de Kémy Séba, il faudrait que nous puissions revoir certains fondamentaux sur lesquels nous avons tellement parlé ici. Vous n'êtes pas sans savoir la position de nous les panafricanistes par rapport à ces élections totalement exclusives. On l'a tellement décrié plusieurs fois ici. Et toutefois, les démocrates ont fait le choix d'aller aux élections et pensant avoir au moins l'espoir qu'il y ait encore une certaine lucidité ou un brin de patriotique encore chez Patrice Talon qui pourrait peut-être leur permettre d'aller à une compétition saine. Et on ne va pas leur reprocher cela. Bien Africa, depuis un certain temps, il y a un débat autour du député Michel Sodino et du parti Les Démocrates. Et ce débat a suscité beaucoup de polémiques. Et cela a fait que j'ai eu à faire une intervention sur un panel où j'étais avec certains de mes confrères, à savoir Geoffroy Kiatanga, Abiba Randessi et aussi un certain Mépère. Et dans ce débat, malheureusement, celui qui devrait gérer le panel n'a pas travaillé, n'a pas bien modéré afin que nous puissions dire le droit et faire comprendre et permettre au peuple béninois de prendre des dispositions et d'anticiper toute éventualité. Alors, bien Africain, que dit le droit? Que dit le droit? Parce que certains voient la trahison au niveau de Michel Sodino. Moi, je vois peut-être un acte de liberté. Parce qu'au-delà des émotions, on doit parler de droit et de la lucidité politique. Pour que, avec le temps, qu'on n'arrive plus encore, qu'on ne soit pas obligé à se dédire, à se contredire. Le parrainage, selon notre constitution, quand nous allons dans le code électoral, dans son article 132, quand nous allons dans les décisions, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence les décisions EP 21-11, EP 21-12, EP 21-14 du 17 février 2021, je pense que j'avais parlé de cette décision sur le panel de Douane Gentil. Cette décision montre clairement que le parrainage est un acte individuel et libre et personnel. Le parrainage est un acte individuel, libre et personnel. Au-delà de tout, il faudrait qu'on soit conscient et d'accord sur ça. Aucun parti ne peut obliger un député à parrainer ou à ne pas parrainer un candidat. Allez dans notre constitution, allez voir l'article 20, l'article 80 du moins de notre constitution. Vous allez remarquer que le mandat parlementaire est représentatif et non impératif. Donc, le député a la possibilité de parrainer qui il veut. Et même lorsque nous allons directement dans les principes de la souveraineté nationale, le député représente toute la nation et non un seul parti politique. C'est Patrice Talon qui a voulu instrumentaliser notre constitution en mettant là un code électoral qu'il a magouillé
à sa guise, afin de toujours exclure les autres. Donc, lorsque nous regardons clairement, je dis bien clairement dans le sens du droit, on voit que le parrainage est personnel. Vous allez dans la jurisprudence, vous allez constater aussi que même dans la jurisprudence concernant l'honorable Soui, le juge constitutionnel est allé jusqu'à définir le droit à la rétractation. Le formulaire dont on parle, c'est un formulaire nominatif qui porte le nom de quelqu'un, qui porte la signature de quelqu'un. Ce n'est pas un formulaire qui porte le nom d'un parti politique. C'est depuis là qu'on devrait déjà dénoncer le code électoral, qui est totalement un code électoral brouillon. Parce que depuis là, c'est bien clair que le parrainage, le formulaire du parrainage porte le nom de son titulaire. Ça porte le nom de son titulaire. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que oui, le parrainage, ça appartient, comment on appelle, aux partis politiques et autres. Non. Bien vrai que l'article 132 a bien dit que le parrainage, que le député ne peut que parrainer le candidat de son parti politique. Et même là, c'est anticonstitutionnel. Et c'est tout ceci que nous avions dénoncé. Parce qu'un député est un député de la nation. Un député peut parrainer qu'il veut normalement. Mais comme ça arrangeait aussi les démocrates, ça leur mettait dans une sécurité d'espérer que leur député ne peut que les parrainer. Ils n'ont pas vu l'option où le député peut s'abstenir de parrainer. Oui. Ils n'ont pas vu l'option, cette option, où les députés peuvent s'abstenir de parrainer. Et c'est justement cela qui nous a conduits où nous sommes. Sinon, ils auraient pris en son temps les dispositions nécessaires pour ne pas être confrontés à cette réalité. Il y a aussi un débat sur l'ordonnance du tribunal qui donnait droit aux députés de pouvoir se rétracter. Il faut que je rappelle à nos amis que ce n'est pas une ordonnance qui crée le droit. C'est simplement... Allez lire l'ordonnance. Moi, j'ai lu l'ordonnance. Je donne les références ici. Ordonnance numéro 254-AUD-PD-2025. Lisez bien l'ordonnance, vous allez comprendre que c'est une ordonnance qui rappelle simplement un principe constitutionnel préexistant. Le formulaire de parrainage appartient matériellement et juridiquement à la personne qui détient le droit de le signer. Nous sommes tous d'accord. Si le formulaire appartenait au parti, pourquoi on aurait besoin de mettre le nom et de prévoir la partie signature du député? Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on s'entende. Vous pouvez penser que je déraisonne, mais moi, je n'invente pas le droit. Parce que je suis obligé d'être honnête intellectuellement avant même de prendre ma posture politique. Je suis obligé. Il faut faire la différence entre l'obligation de loyauté avec l'obligation légale pour le député, les droits légaux du député, les droits personnels du député. L'obligation de loyauté dont on parle, c'est une obligation politique. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende que c'est une obligation politique. Et qu'en politique, et selon la morale, on peut condamner le député en question. Mais sur le plan juridique,
Patrice Talon avait déjà pris les dispositions pour tripatouiller, pour instrumentaliser nos élections, pour instrumentaliser nos tests, afin d'avoir toujours le dessus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, le tribunal n'a pas empiété sur le domaine constitutionnel. Il faut que je rappelle ça aux députés et à nos amis. Parce que si on ne leur rappelle pas, quand ils vont faire des recours, ils vont se faire ridiculiser. Et le problème n'est pas de faire les recours. Parce que le tribunal n'a pas empiété sur le domaine constitutionnel. Il a protégé, au contraire, un droit subjectif, un droit individuel du député. Parce que si nous restons dans cette émotion qui est légitime, à mon avis, et qu'on ne voit pas le droit en face, on peut être confronté au même principe après, dans certains contextes. Donc, affaire de tribunal, je pense que le tribunal a rendu une décision en se basant sur les tests qui sont à ça. Oui. Oui, sur cet aspect-là, est-ce que tu peux permettre une motion juste pour avoir un autre avis sur la question? Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Ok. Monsieur Gaff, vous pouvez prendre la parole, juste, il faut être précis. Je suppose que votre motion, c'est sur l'aspect que le Russe a abordé. Ok, allez-y, on va vous écouter. Oui, merci beaucoup. Je salue tout le monde, je salue ceux qui sont dans les commentaires aussi. Je vais être très court, parce que je veux juste le répondre. Quand il dit que la Constitution a prévu que le parrainage, c'est pour celui dont le nom est sur ça, ce n'est pas pour le parti, je comprends et je lui accepte ça. Maintenant, en abordant la partie du tribunal, est-ce que le tribunal pénal de première instance de Cotonou est compétent pour délivrer, pour indiquer au Sénat ou bien à la Sénat de délivrer autre parrainage à ce député? Est-ce que c'est là qu'on devrait saisir pour pouvoir avoir autre parrainage afin d'annuler ce qui est là-bas? C'est là que les démocrates devraient taper pour que le parrainage qu'ils détiennent actuellement soit valide afin de participer aux élections. Parce que s'il peut me répondre à cette partie-là, j'ai aussi une motion sur ce que quelqu'un a dit, c'est Vidasco ou bien. J'ai aussi une motion à dire par rapport à ça. S'il peut me répondre à cette partie-là. Oui, ok, on va juste l'écouter par rapport à votre question. Ok, le Russe, tu peux continuer maintenant. Ok. Et mon cher ami, moi, je vais te demander d'aller lire d'abord la décision EP, je pense c'est EP 21-14 du 17 février 2021 de la Cour constitutionnelle. Je pense que le requérant, c'est Soui. Je pense que son nom, ça doit être... tu peux me rappeler le nom et Biafrika, le nom de Soui, son nom, je pense que ça doit être quelque chose de Tidjani ou bien, bon, je ne me rappelle pas correctement du nom. Oui, Tidjani, oui. Voilà. En tout cas, Afou, Obo, Tidjani, quelque chose comme ça. Et alias Soui. Donc, la référence, va lire cette référence, tu vas voir que depuis 2021, ce cas s'était déjà posé. Et dans la décision du tribunal, malgré que le tribunal a rejeté, a considéré irrecevable le recours, le tribunal a dit le droit. Et le tribunal avait déjà dit que, en ce qui concerne les prérogatives matérielles et individuelles, c'est-à-dire le certificat, comment on appelle, le formulaire de parrainage, son authenticité. Quand on dit authenticité, qui est-ce qui est compétent pour dire ce formulaire est authentique ou n'est pas authentique? On ne va quand même pas aller saisir la Cour pour lui demander de rendre décision pour la conformité d'un certificat, d'un formulaire de parrainage. Donc le tribunal avait déjà dit que la Cour constitutionnelle avait déjà dit que le tribunal est compétent, le juge judiciaire est compétent pour trancher sur l'authenticité d'un parrainage. Ce qui voudrait dire que un parrainage
est d'abord individuelle. Ça veut dire que lorsque le tribunal va vouloir trancher sur l'authenticité d'un parrainage, le juge judiciaire est compétent pour dire si la personne qui est censée signer le formulaire du parrainage l'a vraiment signé, s'il a exercé son droit réel sur le certificat ou non. Donc, depuis là, le tribunal a déjà cette compétence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que je vous ai compris. Même parce que le parrainage appartient matériellement. Quand on dit matériellement, ça dit le formulaire là, c'est pour qui? Est-ce que c'est mis sur le formulaire démocrate? Non. Matériellement, le formulaire appartient à celui qui signe. Et juridiquement, le formulaire lui appartient aussi. Donc, ce serait inutile d'attaquer, de dire que le tribunal... Non, c'est inutile. Le problème est ailleurs. Et je vais vous expliquer là où se trouve le problème tout à l'heure. J'espère que vous m'avez compris, cher ami. On peut continuer? On peut avancer? J'ai compris, mais... Non. Le Russe, est-ce que tu me permets une petite précision? Oui, vas-y. Il faut déjà expliquer à notre vis-à-vis qui veut comprendre si le tribunal est compétent pour juger de la question du parrainage. Le parrainage, il y a deux côtés qu'il faut voir du parrainage. Il y a un côté qui relève d'un droit individuel et l'autre côté qui relève de l'utilisation qui est faite du parrainage. Alors, quant à l'exercice du droit de celui qui parraine, c'est-à-dire de titulaire de la fiche du parrainage, c'est un droit inaliénable et qui n'a rien à voir avec, parce que c'est un document administratif, qui n'a rien à voir avec les fins auxquels elles seront utilisées pour l'instant. Monsieur Sédionou a introduit une requête en tant que citoyen béninois par rapport à un document qui porte son nom. Donc, quand l'exercice du droit, le privilège qu'il a à disposer de son document auprès du tribunal, ce n'est pas encore rentré dans le contentieux électoral pour que le tribunal se dise incompétent. Alors, je vous ai parlé du référé. Donc, le référé, le juge des référés est un juge, ce qu'on appelle le juge des évidences. L'évidence, c'est quoi? C'est que le parrainage, en tant qu'acte, existe, porte le nom de M. Sodinou, intuitif personnel, et donc il faut le lui restituer pour qu'il en fasse ce qu'il veut faire. Il en a le droit. Ce n'est pas le tribunal qui a trahi ou qui est allé au-delà de ses compétences. C'est Sodinou qui a peut-être trahi son groupe, ne voulant pas se conformer à la discipline du groupe, ne voulant pas se conformer à une jurisprudence qui existait et qui ferait que, bon, et quand on a le parrainage appartient au parti politique, le juge des référés n'a rien à voir avec ce que le parrainage appartient au parti politique ou pas. Ce n'est pas son problème, parce qu'il n'est nulle part. Merci beaucoup, Kialine. Je pense que l'essentiel est... Monsieur Kialine, oui, par rapport à la question du juge de référé, est-ce qu'il avait le droit d'ordonner ou bien de demander à la Sénat de délivrer un nouveau parrainage ou bien une nouvelle fiche? Tout à fait, oui. Le juge a l'attitude, non, on ne peut pas dire tout à fait parce qu'il a inventé sur la base de quelle loi il a décidé. Il a décidé de son propre chef. Il faut faire attention. Ne mélangeons pas du tout. S'il vous plaît. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer ça mieux. Comme tout acte administratif qui soulève un problème, c'est-à-dire un contentieux, le juge peut de plein droit ordonner son annulation et son rétablissement par acte judiciaire. Je vais vous expliquer. Le simple acte de naissance que nous avons, si vous allez dans votre arrondissement pour aller prendre un acte de naissance et que vous retrouvez que vous êtes en conflit avec un autre qui utilise le même numéro d'acte de naissance que vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous référez au tribunal compétent qui annule, qui prend une décision pour annuler l'acte de naissance et vous rétablissez par voie judiciaire, c'est-à-dire par une ordonnance qui émet une ordonnance, une nouvelle ordonnance,
qui vous établit le même acte de naissance, mais ici sur une base judiciaire. Il en a la latitude. Merci. Alors, j'espère que c'est compris. Et bien Africain. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Un instant, et je vous en prie. Non, attends. La brèche, j'aurais aimé finir mon intervention avant que les questions ne viennent. Donc, s'il vous plaît, pour qu'on évolue. Sinon, on va s'éterniser ici. Vous comprenez? J'ai quand même vu une question intéressante dans les commentaires où M. Gislain demandait ce n'est pas l'appartenance qui importe, mais le retrait à la dernière minute avec l'accord. Avant de retirer, il y a un délai donné d'avance. Et tout à fait, vous avez raison. Dans la dite décision dont je vous ai parlé, la décision EP, je pense, 21-14 de Sououi en question, dans la même décision depuis 2021, le juge avait déjà défini ce que c'est que la rétractation et quand est-ce qu'on peut parler de rétractation abusive. Et la question que vous posez pose une question de rétractation abusive. Et dans le cas d'espèce, non, d'abord, avant même de venir dans le cas d'espèce, le juge avait dit dans sa décision, en son temps, que j'ai cité tout à l'heure, que on parlera de rétractation abusive lorsque l'intéressé s'est rétracté après que les dossiers ont été déjà déposés à la Cour constitutionnelle, à la Sénat, et que la Sénat avait déjà verrouillé, validé les dossiers. Et si c'est après cela que l'intéressé maintenant sort pour dire « Ah non, le nom que je ne suis pas d'accord, je veux retirer mon parrainage », on parle là de rétractation abusive. Et c'était le cas de Sououi en son temps. Vous voyez? Donc le juge avait défini la rétractation abusive et a donné un délai pour qu'on puisse parler de rétractation abusive. Mais dans le cas d'espèce de notre ami Sodinou, il est bel et bien dans le délai. Il est bel et bien dans le délai. Il ne faudrait pas que, en regardant le côté politique, on puisse sacrifier notre intérêt. Ce n'est pas bon. Parce qu'on peut être rattrapé à tout moment. Et justement, ce qui nous amène à être dans cet imbroglio aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, en allant à cette élection, nous avions inconsciemment cautionné ces lois chrysogènes. Et nous devons avoir une aptitude lucide pour faire l'analyse politique maintenant. Et cette attitude, nous devons savoir aujourd'hui, ce qui nous amène aujourd'hui à être dans ce contexte, dans l'impasse aujourd'hui, où le principal parti de l'opposition est disqualifié politiquement pour aller aux élections. Parce que moi, je parle de disqualification politique. C'est une manœuvre politique. C'est politiquement que Patrice Talon a empêché les démocrates d'aller aux élections. Et cela a été préparé depuis. Et sur ça, on peut frapper sur la déloyauté politique de notre ami Sodinou. Nous vivons aujourd'hui dans un système où tout est totalement verrouillé par Patrice Talon. La Cour constitutionnelle est monocolore, il n'y a que ces éléments qui sont là-bas. C'est lui et son parti qui ont proposé les membres de la Cour constitutionnelle. Donc il y a de fortes chances aujourd'hui que cette Cour soit redevable envers Patrice Talon et lui soit totalement loyale. Et d'ailleurs, ça se constate même dans certaines décisions controversées de cette même Cour. Aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance à ces institutions aujourd'hui. Notre justice aujourd'hui est regentée, et vous le savez. Patrice Talon, avant les élections en 2016, faisait la promesse au peuple béninois de travailler à ce que notre justice soit totalement libre et autonome. Mais qu'est-ce que nous avons vu en son temps, quand il est là, il est venu? Il a renforcé les pouvoirs du président sur la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature, de 3 membres de l'exécutif, s'est passé à 4 sur 7. Donc il a un contrôle total aujourd'hui sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Or, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui détermine, qui définit la carrière des magistrats. Alors, comment les magistrats aujourd'hui peuvent être libres, autonomes de rendre des décisions vraiment, des décisions justes, s'ils ont cette épée de Damoclès sur leur tête? Donc, il y a longtemps, ce peuple devrait déjà comprendre que ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe aujourd'hui, n'est que le cumul de tout ce que je viens de citer. Regardez la composition de la Sénat. Saka Lafia qui est la Sénat, qui a été ministre sous Patrice Talon, qui est resté depuis bientôt 10 ans avec Patrice Talon. C'est lui qu'on envoie à la Sénat. Comment on peut espérer de notre Sénat aujourd'hui une certaine équité, une certaine transparence? Dans des contextes pareils, les amis, l'opposition n'a aucune chance légale. L'opposition n'a aucune chance devant cet appareil mis en place par Patrice Talon. Et les démocrates aujourd'hui sont les victimes de cet appareil. Les démocrates aujourd'hui, qu'on leur reproche, quel que soit ce qu'on leur reproche aujourd'hui, les démocrates aujourd'hui représentent quand même le peuple béninois, l'opposition béninoise. Et quel que soit ce qu'on leur reproche, ils ont le droit de participer aux élections. Parce qu'ils symbolisent aujourd'hui la voie de la contradiction, la voie de l'opposition. Et le peu d'oxygène aujourd'hui démocratique qui subsiste encore dans notre pays, ce sont les démocrates. Je ne suis pas venu ici pour les attaquer frontalement. Je ne veux pas attaquer les démocrates. Je pense qu'ils sont des victimes de ce système. On n'a pas le droit de tirer sur l'ambulance. Et c'est en cela que je rejoins Kemi Seba dans son développement, dans sa sortie. Les démocrates sont des victimes du système de Patrice Talon. Quel que soit ce qu'on leur reproche, ils ont le droit de participer à cette élection. Alors je vais dire ceci, chers amis. Je pense que dans la sortie de Kemi Seba, ce qu'il demande fondamentalement, quand je l'écoute, il a fait d'abord le point des manœuvres, des manigances politiques de Patrice Talon depuis 2016 où il est à la tête de notre pays. Et c'est la résultante de toutes ces manigances qui donne ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Alors, du fond du cœur, sincèrement, par la voix de Kemi Seba, j'appelle les militants des démocrates, j'en appelle aux forces de l'opposition, aux travailleurs, aux étudiants, aux syndicalistes, il y en a encore, aux religieux, aux artistes, aux artisans, à toutes les forces de cette nation. L'heure n'est plus à la lamentation. Notre seule arme légitime aujourd'hui, c'est la pression populaire. Notre seule arme aujourd'hui, c'est la pression populaire. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple doit reprendre sa souveraineté et ramener Patrice Talon à la raison, à la table de négociation, à des assises nationales. Et cela doit se faire par des marches pacifiques.
par la mobilisation citoyenne et par l'unité nationale autour de la défense de notre Constitution. Et en le disant, je reprends bien mes mots, en le disant, je n'appelle pas à une insurrection du peuple. Au contraire, je me base sur les articles 2, les articles 3, les articles 25 et les articles 66 de notre Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Nul ne peut confisquer le pouvoir au nom du peuple. Tout citoyen a le droit de manifester pacifiquement. Et la résistance à l'oppression est un droit sacré. La résistance à l'oppression est un droit sacré. La résistance à l'exclusion est un droit sacré. Quand la justice se tait, chers amis, c'est au peuple de parler. Quand la justice devient incompétente, c'est au peuple de parler. Et quand la peur domine, c'est au courage de gouverner. J'appelle tout le peuple béninois, toute la jeunesse béninoise à rester mobilisée. C'est le seul discours. Je pense qu'aujourd'hui, les militants démocrates, toutes les forces vives de l'opposition, nous devons mettre nos divergences de côté et nous unir contre la tyrannie. Voilà ce que j'ai à dire, Biafrika. Voilà ce que je pense après avoir écouté Kemi Seba. J'espère que vous avez compris à travers mon développement ma compréhension du discours de Kemi Seba. Merci. Merci beaucoup. Mais on peut toujours dans le diagnostic, c'est parce que depuis 2016, l'intelligence béninoise a été totalement rabaissée et on a aujourd'hui des lois qui donnent à des interprétations qui vont dans tous les sens. Chaque Béninois aujourd'hui peut interpréter chaque article de la Constitution comme il veut. C'est le plan qu'on a en réalité. Donc, on peut... Monsieur Kialine l'a expliqué de son point de vue, mais moi j'ai écouté d'autres juristes qui avaient des points de vue totalement contraires. Donc, c'est parce qu'on a écrit des lois sans tête ni queue. Et le code électoral, même les députés, ils n'arrivent même pas à comprendre. Ils ont voté un code électoral ils vont demander à la Sénat de leur expliquer le contenu de ce code-là. Tant qu'on aura les lois comme ça, on va se retrouver dans ces conditions. Lorsque les lois sont écrites juste pour satisfaire ou bien pour régler des problèmes ponctuels, c'est là où on en est aujourd'hui. On a écrit des lois pour régler les problèmes, même tout ce qu'on a dit, ce qui s'est passé avec Sunwi, tout ça. On a pris des décisions pour le moment. Aujourd'hui, quand vous allez devant cette cour, si ça n'arrange pas dans ce salon, ils vont dire exactement le contraire et ça va être toujours comme ça. Donc, on est vraiment dans un gros trou. On va écouter Monsieur Zohon. Oui, attendez, Monsieur Kialine, s'il te plaît. Monsieur Kialine, juste un instant. Non, je voulais juste... Non, attendez d'abord, on va écouter Monsieur Zohon qui n'a pas encore pris la parole, s'il vous plaît. Monsieur Zohon. Tu me permets 30 secondes, s'il te plaît. Et monsieur Kialine parlait, le russe parlait, il n'y a pas de souci. Ok, Biafrika. En fait, ce que tu viens de dire, tu as raison. Et c'est justement pour ça que, en tant que juriste, nous ne devrions pas attendre ces situations pour dénoncer. Le problème n'est pas l'application de la loi. Le problème est que les lois sont déjà chrysogènes. C'est ça le vrai problème. C'est la loi qu'il faut attaquer. Ce n'est pas l'application qu'en fait aujourd'hui le tribunal qu'il faut attaquer. Parce que sur l'applicabilité de cette loi, et selon ce que le tribunal fait aujourd'hui, je vous assure, ce serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle à vouloir accepter la loi et rentrer dans les débats internes de son applicabilité. Ce qu'il faut faire en tant que bon juriste, en tant que bon intellectuel, c'est de rejeter totalement ces lois chrysogènes, ce code électoral. Et c'est ce que nous avons l'habitude de dire ici tout le temps, que ces lois-là ne garantissent pas une élection libre et transparente. Ces lois ne garantissent pas l'équilibre juridique. Ces lois ne garantissent pas l'équité.
Ces lois ne garantissent pas l'inclusion populaire. L'inclusion devant les élections. La liberté à chaque citoyen de participer, de candidater. C'est depuis ce temps. Il y a en fond, les gens ont l'habitude de dire quelque chose. Et alors, c'est qu'on a rien à quelqu'un. C'est depuis le bas que la fondation a été déséquilibrée. Donc, en tant que juriste, il faut rejeter en bloc les lois de Patrice Talon. Ce sont les lois-là qui nous causent tous les problèmes. Et tant que ça va rester comme ça, on va toujours jouer les juristes à la fin, mais on ne va jamais nous en sortir. Si on pense qu'on peut jongler pour s'en sortir, on se ment. Tout est verrouillé. Oui, il faut déverrouiller les choses, c'est tout. Merci. Monsieur Jules, je crois que je rejoins ce que vient de dire Monsieur Le Russe. Et je voudrais aussi rajouter que tout à l'heure, quand je parlais, je n'ai encore fait aucune interprétation de la loi. Je ne me suis pas basé sur la loi pour dire quoi que ce soit. Je me suis basé sur la discipline elle-même du droit, c'est-à-dire les principes généraux de droit et de jurisprudence, pour fonder mon soutien à la compétence du tribunal, c'est-à-dire de ce juge de référé, à prendre l'acte qu'il a pris. C'est de simples principes de droit qui sont d'ailleurs universels et qui ne relèvent pas que de loi. Donc ce n'est pas de loi que je ne suis même pas encore rentré dans les articles de loi pour défendre quoi que ce soit. Donc la discipline même, justice en tant que telle, est fondée sur des principes. Et je dis ces principes n'ont pas été violés dans le cas précis. C'est tout ce que je cherchais. Je tenais à rajouter à la suite de ce qu'a dit Le Russe tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Kiali. Je vous donne totalement raison. J'ai bien aimé votre analyse. C'était une analyse totalement rationnelle, sans passion, sans émotion. Et c'est ce que j'en appelle aujourd'hui à nos amis de faire. Et de pouvoir être clair. Parce que le fait de nous baser sur « Ah, ils ont mal fait la loi », en fait, nous sommes en train de mal mener la lutte. Il faut qu'on dise la vérité au peuple pour que le peuple sache que la solution aujourd'hui n'est pas une solution judiciaire ni juridique. C'est une solution où le peuple même doit prendre ses responsabilités. Si nous allons rester là et faire penser au peuple que nous espérons la Cour constitutionnelle, je vous assure qu'on perd tellement de temps. Et ça frise. Ça frise même que nous sommes conscients de ce que nous faisons et que nous travaillons en intelligence avec Patrice Talon. Ce qui est grave. On doit tout de suite dire au peuple que le seul espoir que nous avons aujourd'hui, c'est que le peuple puisse prendre ses responsabilités et qu'on aille aux assises nationales. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une solution juridique à cette affaire, qu'il y ait une solution qui va venir de la Cour constitutionnelle ou bien de nos tribunaux. Moi, je ne crois pas. Il faut dire la vérité crue au peuple pour que le peuple commence maintenant par se mettre ça dans la tête et qu'on sache ce qu'il nous reste à faire. Merci. Sinon, on perd tellement de temps. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec la solution, mais quand on dit que le tribunal a dit la loi ou bien a respecté les principes, au Bénin, sous Patrice Talon, aucun tribunal ne dit la loi. Peu importe, vous pouvez aller dans tous les sens. Si c'est juste pour rendre service à Talon, il aurait pu dire exactement le contraire, si ça pourrait rendre service à celui qui l'a nommé. Donc c'est la réalité du terrain. Donc ces gens-là, ils fonctionnent juste pour rendre service à Talon. Donc on ne peut pas s'en tenir. Oui. Sauf que dans le cas, on a souvent critiqué ce qui a été mal fait, mais sauf que dans le cas Sodier, nous maintenant là, il n'y a pas de distorsion aux procédures. Il n'y a pas violation de non, à mon avis, mais je ne suis pas juriste, mais rien ne tient debout selon moi, ce qu'on a vu là. Ok, on va quand même écouter M. Zohou. M. Zohou, allez-y. Bonsoir.